L'histoire commence lorsqu'un gars se réveille et est surpris de voir que ses mains sont vraiment petites. Il va regarder autour de lui et découvre qu'il se trouve dans une sorte de royaume géant. C'est alors qu'une servante s'inquiète pour lui parce qu'elle a peur qu'il tombe par la fenêtre. Le nom de cet enfant est Van, et il s'excuse. Le paysage extérieur était tout simplement trop magnifique, et il a été submergé par sa beauté. La servante est choquée de l'entendre parler ainsi, et elle se demande où il a appris des mots aussi difficiles. Elle fait remarquer qu'il n'a que 2 ans, ce qui surprend Van. Il est en réalité beaucoup plus âgé, alors il se demande ce qui se passe. Il a des souvenirs vagues d'avoir vécu dans cet endroit, alors il se demande si c'est cette chose qu'on appelle la réincarnation. Van se souvient que cette servante s'appelle Ti et que son nom est Van Fersio. Son père est Marquis, et ses frères aînés sont Mercia, Jar et Sesto. Ti est très impressionné par sa capacité à dire tout leur nom complet à son âge, mais Van veut juste savoir où il se trouve actuellement, alors que toute la famille prend le petit déjeuner. On voit que tout le monde est très tendu et sérieux. Van, quant à lui, n'a rien de commun avec ses frères, et les servantes le trouvent tout adorable. Il mange ses légumes comme un bon garçon, et les servantes le complimentent pour sa capacité à bien mâcher sa nourriture. Elles l'adorent absolument, alors Van a l'impression d'être un VIP dans une sorte de club hôtesse. Van met ensuite toutes les plaisanteries de côté pour examiner sa situation actuelle. Il semble qu'il ait été réincarné dans ce nouveau monde, mais ses souvenirs de son temps au Japon sont toujours intacts. C'est alors que nous voyons à quel point Marquis est sérieux lorsqu'il demande à Jar ce qu'il va étudier aujourd'hui. Jar répond immédiatement en disant qu'il va apprendre la magie du feu et les formations de bataille. Marquis pose la même question à Sesto, qui répond qu'il va étudier la magie. Marquis se tourne ensuite vers Van pour savoir ce qu'il va faire, mais sa réponse est un peu différente. Van explique qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, alors il envisage de commencer par étudier la culture et l'histoire de leur nation. Cela choque instantanément tous ses frères, et Marquis ne peut s'empêcher de rire. Il pensait avoir gâté Van plus qu'il est le dernier enfant de sa défunte épouse, Mera, mais il est heureux de voir qu'à seulement 2 ans, Van est déjà un jeune homme bien. Marquis est très satisfait de sa croissance, et il est convaincu que Van possédera une puissante magie du feu comme Mera et lui-même. Marquis dit que l'avenir de la famille est entre de bonnes mains, et il attend avec impatience l'évaluation des aptitudes magiques de Van lorsqu'il aura 8 ans. Marquis devient alors très sérieux et déclare qu'il a de grands espoirs pour Van. Van réfléchit alors à l'importance apparemment cruciale de l'aptitude magique d'une personne dans ce monde. Leurs capacités offensives les rendent utiles pour protéger les gens, c'est pourquoi les nobles désirent l'une des 4 magies élémentaires. Ces 4 magies sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Ceux qui ont une aptitude pour d'autres types de magie qui ne rentrent pas dans ces 4 catégories sont considérés comme une disgrâce. En ce qui concerne sa famille, Marquis et tous les frères de Van possèdent l'une des 4 magies élémentaires. Un peu plus tard, nous voyons que Van s'est vraiment intéressé à la culture de cette nation pendant ses études. Il regarde une carte et se demande si un port voisin est le seul d'où les navires peuvent naviguer. Ti répond que oui, car d'énormes monstres rôdent dans les profondeurs de l'océan, et les navires seraient attaqués s'ils partaient d'ailleurs. Van ne se lasse pas de ces nouvelles informations, alors il se demande quelle race existe dans ce monde. Ti commence à énumérer toutes les différentes sortes, comme les elfes et les nains, mais elle est interrompue par les autres servantes. Elles font remarquer que tout cela est trop compliqué pour un enfant de 2 ans, alors Ti s'excuse. Van lui dit que ce n'est pas un problème et qu'il l'a questionné parce qu'il veut apprendre tout ce qu'il peut. Il s'est intéressé à autre chose, alors il a demandé à Ti de lui enseigner les outils magiques. Ti commence par expliquer que les cristaux magiques, les pierres précieuses, ainsi que certaines roches et minerais peuvent tous stocker de la magie. Pour cette raison, les gens peuvent fabriquer des outils magiques liés à leur aptitude magique avec eux. Les servantes sont étonnées de voir Van absorber toutes ces informations alors qu'il n'a encore que 2 ans. C'est alors que leur petite leçon est interrompue par le majordome nommé Espada. Espada reconnaît que Van a actuellement 2 ans et qu'il apprend à lire et à faire des opérations arithmétiques de base. Mais cela ne suffit pas à Espada, qui veut découvrir exactement ce que Van sait vraiment. Van regarde ce type et pense qu'Espada est un majordome talentueux qui est apparemment au service de son père depuis de nombreuses années. Ce type semble assez fiable, mais Van ne peut s'empêcher de penser qu'il peut être vraiment effrayant parfois. Van dit doucement que sa lecture n'est pas très bonne, alors Espada veut entendre parler de ses compétences en calcul. Une fois de plus, Van parle doucement et explique qu'il peut faire un peu d'addition et de soustraction. Espada ne perd pas de temps et lui fait passer un test rapide. Il lève quelques doigts et demande à Van de lui dire combien de doigts il tient levés. Van en compte correctement 5, et tout le monde attend patiemment de voir ce que dit Espada. Espada déclare alors qu'il deviendra le tuteur de Van, ce qui horrifie ce dernier. Les leçons commencent immédiatement, mais elles sont absolument brutales. Espada ne fait jamais de cadeaux à Van, mais grâce à ces leçons difficiles, Van parvient à apprendre à lire et à écrire en quelques semaines seulement. Van se demande souvent si ce genre d'études est acceptable pour un enfant de 2 ans, mais cela finit par l'aider à apprendre beaucoup de choses. Van passe ensuite les 2 années suivantes à étudier du matin au soir,
et finit par avoir 4 ans. Nous le voyons maintenant s'entraîner à l'escrime avec Ty, mais il ne fait pas le poids face à elle. Ty gagne comme toujours, mais Van en a assez de ses moqueries. Les autres servantes la réprimandent, car elles font remarquer que Ty ne doit pas tenir à la vie pour oser ainsi se moquer de leur Van. Elles insistent pour que Van la punisse, mais Van dit qu'il n'est pas dérangé par la façon dont elle le traite. Les autres servantes refusent d'accepter cela, car normalement, être aussi impoli envers un noble serait un crime grave. Van reconnaît que c'est l'une de ses obligations en tant que noble, alors il se prépare à punir Ty pour son insolence. Ty crie de terreur en se préparant, mais Van se contente de lui donner une petite tape sur la tête. Les autres servantes le supplient d'en faire plus, mais Van déclare que l'affaire est réglée. Ty n'en revient pas qu'il l'ait épargné, et Van lui adresse simplement un sourire rassurant. Van étudie ensuite l'escrime chaque jour, et à l'âge de 5 ans, il est capable de se battre à égalité avec les soldats plus âgés pendant l'entraînement. Alors que Van s'entraîne avec l'un d'eux, il pense au style de combat de ses adversaires. Il se bat généralement contre d'autres enfants, donc leurs attaques ont tendance à être simplistes. L'expérience de Van dans sa vie antérieure fait une énorme différence, alors il parvient à battre facilement les soldats en entraînement. Après avoir écrasé l'enfant avec lequel il s'entraînait, les autres apprentis disent que leur Van est vraiment incroyable. Ils n'en reviennent pas que Van soit si doué avec l'épée en plus de tous ses autres talents. Et ils le qualifient de véritable prodige. Van a également bon cœur, car il aide l'enfant à se relever. Cela étonne également les autres, car contrairement à Jar et Sesto, Van leur parle malgré leur statut inférieur. Alors que Van prend une pause, il est accueilli par le commandant adjoint nommé Dee. Dee regarde les mains de Van et est étonné car Van n'a aucune callosité. Il pensait que Van s'entraînait à l'épée chaque soir, donc il s'attendait à ce que ses mains soient plus abîmées, mais ce n'est pas le cas. Van explique qu'il ne peut pas s'entraîner autant qu'il le voudrait parce que ses études occupent tout son temps. Dee révèle alors que Van a tellement étudié parce qu'Espada avait reçu l'ordre de lui faire étudier 3 fois plus dur que n'importe qui d'autre. Van est choqué car il n'en avait aucune idée, mais maintenant tout s'explique. Il trouvait bizarre d'être le seul à étudier du matin au soir, et maintenant il sait pourquoi. Dee suppose que Van préférerait apprendre l'épée, alors il dit que s'il veut s'entraîner davantage, il plaidera sa cause pour lui. Il traite Espada de tête de feu et dit que cette tête de feu est trop attachée aux matières académiques. Dee ne veut pas cela pour Van, alors il déclare qu'il devrait plutôt emprunter la voie de l'épée. Il jure d'enseigner à Van tout ce qu'il sait pour qu'il devienne le plus grand épéiste de la nation. Ce type exagère dans tout ce qu'il dit, mais le regard dans ses yeux dit à Van qu'il est sérieux. Van le calme en expliquant que même s'il aime l'épée, il aime aussi étudier. Il n'y a que 24 heures dans une journée, mais Van promet de faire de son mieux pour faire les deux. Dee accepte sa décision et dit qu'au minimum, il supervisera personnellement les cours d'épée de Van. Van est intimidé par la détermination de ce type, alors il demande à Dee d'y aller doucement avec l'entraînement. Dee l'assure qu'il le fera, car il n'a pas oublié que Van n'est encore qu'un enfant. Dee est vraiment impatient de lui enseigner le combat, et quelque chose dit à Van que l'entraînement à l'épée sera assez intense. Van a raison, car l'entraînement de Dee consiste à faire balancer son épée des centaines de fois à Van. Il lui dit de faire sans monter et sans balayage médian encore et encore. Leur entraînement est absolument impitoyable et semble ne jamais finir. Finalement, Van trouve un moment pour reprendre son souffle et ne peut s'empêcher de traiter Dee de démon. Dee n'a pas fini, car il remarque que Van ne fait vraiment rien pendant sa pause. Il ne peut pas tolérer cela, alors il dit à Van qu'il devrait se reposer en position accroupie au lieu d'utiliser une chaise. Dee devient assez fou, alors Van pense qu'il n'est peut-être pas un démon après tout, et qu'il est peut-être juste un idiot. C'est alors que Ty arrive pour donner une serviette à son héros. Van reconnaît que sa vie a été assez rude, mais chaque jour a été amusant depuis sa réincarnation. En regardant les gens autour de lui, Van dit qu'il ressent une satisfaction qu'il n'a jamais connue dans sa vie antérieure. Van ne veut rien tenir pour acquis, alors il décide qu'il doit profiter pleinement de cette vie amusante qu'il a dans ce monde. Un peu plus tard, Van passe en revue ce qui s'est passé jusqu'à présent. Après sa réincarnation, il a été considéré comme un prodige à l'âge de 6 ans. Chaque jour, il subissait des études épuisantes et un entraînement à l'épée. Un jour, le corps de Van lâche même en plein milieu d'une session d'études, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'il a l'air vraiment épuisé. Cela a été la même chose jour après jour, et cela devient trop pour lui. Van a réalisé qu'à ce rythme, il n'aurait jamais l'occasion de profiter de sa nouvelle vie. C'est pourquoi il dit maintenant à Ty qu'il veut sortir jouer. Elle se demande s'il y a un endroit où il aimerait aller, alors Van réfléchit. Il finit par décider d'aller au marché, alors ils s'y rendent. Immédiatement. Pendant ce temps, Van pense qu'il n'est pas exactement en bon terme avec ses frères. Ils sont tous très compétitifs, car celui qui finira par être le plus fort parmi eux prendra la tête de la famille. Van sait qu'il doit être prudent, car s'il se distingue trop en tant que prodige, ses frères pourraient essayer de lui ôter la vie. Si les choses continuent ainsi, Van sait qu'il ne pourra pas profiter de sa vie en paix. C'est pourquoi Van a décidé de devenir un paresseux, pour être un enfant normal au lieu d'un prodige. Van s'amuse maintenant,
car il remarque qu'il y a tant d'activités au marché. C'est le plus grand marché de la ville, et il est juste à côté de la chambre de commerce. Cette entreprise est énorme et a des succursales dans tout le royaume. C'est alors que Van entend un bruit fort au loin, et il voit qu'il provient de quelqu'un qui crie après un enfant ligoté. Le type dit à tout le monde de cesser de les regarder car il ne donne pas un spectacle, et il est choqué lorsque les gardes de Van se préparent. Van les arrête et demande à l'homme pourquoi l'enfant avec lui est ligoté. L'homme explique que cet enfant est son fils, et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Van est stupéfait par cette réponse, et l'homme explique qu'il est là pour vendre son fils comme esclave. Cela trouble Van, alors T explique comment les choses se passent ici. Depuis longtemps, les familles pauvres vendent les enfants qu'elles ne peuvent pas nourrir comme esclaves pour gagner de l'argent pour vivre. Van trouve cela horrible et se demande ce qu'il peut faire. C'est alors qu'une femme apparaît de nulle part et se demande si Van est le fils cadet de Marquis. T confirme qu'il est le jeune prodige, et elle montre même à la femme son blason familial. La femme est ravie, car tout le monde parle de Van, et elle l'accueille à la chambre de commerce. Elle s'appelle Rosalie, et elle dit qu'ils ont tout ce que Van pourrait jamais vouloir à l'intérieur de cet endroit. Van pointe immédiatement l'enfant et explique qu'il va être vendu comme esclave. Van veut savoir à combien il sera vendu, alors Rosalie le regarde. Elle se demande si l'enfant a une aptitude magique, alors l'homme explique qu'il est capable d'utiliser la magie de vol. Ce n'est pas très précieux, alors Rosalie explique qu'il ne paierait pas plus de 3 gros argents pour lui. Malheureusement, cela met l'homme en colère, et il s'en prend à son fils. Il dit qu'il ne vaut rien et traite son fils de gamin inutile. L'homme l'emmène, car il prévoit d'essayer de le vendre dans une autre boutique, mais il est arrêté net. Une voix surgit de nulle part disant qu'il achètera l'enfant, et tout le monde est choqué de voir que c'est Van. L'homme est stupéfait lorsque Van propose de l'acheter pour 5 argents, et Van demande à T d'aller chercher l'argent. Il paie l'homme les 5 argents, et le type n'hésite même pas à laisser son fils derrière lui. Van demande à l'enfant si tout va bien, mais l'enfant ne dit pas un seul mot. Van enlève la corde qui le ligotait, et l'enfant sort de son état de choc. Van se présente, et l'enfant révèle que son nom est Canson. Van lui explique joyeusement qu'il est libre maintenant, donc il peut aller où il veut. T est surprise car elle pensait que Van l'avait acheté pour en faire un esclave, mais ce n'est pas du tout le cas. Van avait simplement l'impression qu'il devait aider l'enfant, alors c'est ce qu'il a fait. Il demande à Canson s'il a un endroit où aller, mais une fois de plus, il se tait. Van comprend qu'il n'en a pas, alors il lui demande s'il aimerait venir avec eux. Les gardes de Van y voient un problème, car ils doutent que Marquis autorise un enfant d'origine inconnue dans le manoir. Ce serait différent si Van le ramenait comme esclave, alors Van détermine qu'il n'a pas d'autre choix. Il demande à Canson si cela lui conviendrait, et Canson répond que cela ne le dérange pas. C'est une nouvelle fantastique, alors Van dit qu'il est temps de lui trouver des vêtements convenables. Van réalise qu'il n'est pas le meilleur pour cela, alors il demande à Rosalie si elle veut bien les aider. Rosalie est heureuse d'avoir leur commerce, mais elle dit d'abord qu'ils devraient finaliser le contrat d'esclavage. Elle prend alors les mains des deux et commence le processus. Cela appose un sceau sur leurs 2 mains, et cela agit comme leur contrat d'esclavage. Il ne peut pas être enlevé, et le sceau restera tant que le contrat n'est pas annulé. Rosalie dit qu'elle renoncera aux frais de contrat puisque c'est la première fois qu'ils font affaire ensemble, alors Van la remercie. Rosalie est stupéfaite un instant, mais elle se souvient qu'il est temps de travailler. Alors qu'elle court pour commencer, Rosalie n'en revient pas d'avoir été remerciée par un noble. Van est content que tout soit enfin réglé, alors il emmène Canson pour qu'il soit arrangé. Un peu plus tard, nous voyons que Canson a l'air d'une personne différente alors qu'il informe Van que Dee le cherche. Van propose de donner un cookie à Canson s'il dit à Dee qu'il n'est pas là, mais Canson fait remarquer que Dee sait déjà qu'il est ici. Canson se régale du cookie de toute façon, et Van se demande où sont ses gants. Canson explique qu'il n'en a pas besoin, mais Van se demande s'il est vraiment à l'aise de montrer son sceau d'esclave. Canson n'est pas seulement à l'aise, il est en fait fier du sceau. Il déclare qu'il symbolise son amitié avec Van, alors il aime le montrer. Van fait remarquer qu'il a acheté ses gants pour lui, alors Canson jette tout ce qu'il vient de dire par la fenêtre et met les gants. C'est alors que Dee arrive à la recherche de Van, mais Canson lui dit que Van n'est pas là. Dee dit que quelqu'un a vu Van entrer dans cette pièce, mais Canson dit qu'il doit se tromper. Canson déclare qu'il n'en est pas sûr, mais il croit que la personne a juste halluciné à cause de ses sentiments forts pour Van. L'enquête de Dee n'est pas terminée, car il remarque les miettes de cookies sur le visage de Canson qui n'y étaient pas avant. Canson nie qu'elles aient jamais été là, mais Dee l'a vu les essuyer. Dee en a assez des jeux, car il détermine que Van a dû soudoyer Canson pour qu'il mente. Dee est impressionné par l'audace de Canson de lui mentir en face, alors il décide qu'il entraînera Canson à la place de Van. Canson n'en revient pas, mais il ne peut rien faire alors que Dee l'emmène commencer leur entraînement à l'épée. Van voit qu'il est sûr de sortir, et il ne peut que s'excuser auprès de Canson de l'avoir laissé porter le chapeau. Un peu plus tard, nous voyons que tout le royaume parle de Van. Il a finalement 8 ans, ce qui signifie qu'il est temps d'évaluer son aptitude magique. Tous ses frères ont une aptitude pour la magie du feu ou du vent, et tout le monde est sûr que Van possédera la magie du feu.
Tout le monde attend avec impatience les résultats de Van, et il lui souhaite le meilleur parce qu'il est si gentil avec tout le monde. Malheureusement, l'histoire prend un tour très sombre lorsque Marky entend parler des résultats du test d'aptitude de Van. Il révèle que Van n'a d'aptitude pour aucune des 4 magies élémentaires, et Marky est furieux. Les nouvelles sont encore pires, car on dit à Marky que l'aptitude de Van est en fait pour la magie de production. Van est terrifié par la réaction de son père, et une tension commence à remplir toute la pièce. C'est le pire résultat possible, car, comme l'explique Marky, la magie de production est connue comme la plus malheureuse de toutes. Elle permet à son utilisateur de créer des épées et des accessoires en préparant des matériaux et en visualisant le résultat dans son esprit. Le problème est qu'elle consomme beaucoup de mana, et ces choses peuvent être produites sans magie de toute façon, donc la magie de production est pratiquement inutile. En plus de cela, Marky se demande comment Van est censé protéger les gens de cette nation avec ce genre de magie. Marky dit que sa défunte épouse Mera était une puissante mage du feu, et lui aussi. Leur pouvoir a été transmis à leurs autres fils, alors Marky ne peut que se demander comment lui et sa femme ont donné naissance à un mage de production inutile. Van est le dernier enfant que Mera lui a laissé avant sa mort, alors Marky est furieux. Il a un moment de lucidité terrifiant, car il réalise qu'il a été un imbécile de se faire des illusions. Van a montré des talents très rares malgré son jeune âge, alors Marky s'est laissé penser que Van deviendrait quelque chose de plus. Il est clair maintenant qu'il avait tort, et Marky ne peut pas croire que sa maison ait produit un échec aussi honteux. Marky a saisi son épée, alors Van réalise à quel point la situation est dangereuse. Son père ne se soucie que de la force de leur famille, alors Van commence à paniquer, car il sent que son père est prêt à lui ôter la vie. Marky réalise ce qu'il doit faire, alors il lève son épée devant son fils. Van ne peut qu'observer avec horreur, car il est complètement sans défense, et il essaie désespérément de trouver un moyen de s'en sortir. C'est alors que, avant que Marky ne puisse le frapper, Mercia intervient pour l'arrêter. Marky veut savoir ce que cela signifie, alors Mercia explique qu'il a une idée. Il y a un village éloigné qui reste sous-développé à cause de son emplacement, mais il fait toujours partie de leur domaine. Mercia a un plan pour cet endroit, alors il suggère de laisser la région à Van. Marky connaît ce village sans nom, mais il se demande pourquoi Mercia pense que c'est une bonne idée. Mercia commence son explication en disant que le village compte un peu plus de 100 habitants. Rien de spécial n'en sort jamais, mais les ressources magiques dans les montagnes voisines sont très puissantes. Ce village fait partie du territoire que Marky a acquis lors de sa promotion, mais il se situe entre 2 pays en guerre l'un contre l'autre. Ce territoire a des problèmes de loyauté, alors il bénéficierait grandement d'envoyer Van là-bas pour gagner la confiance. C'est incroyablement dangereux dans le village, car il est entouré par la guerre en cours, et il est constamment attaqué par des monstres. C'est aussi un endroit impossible à défendre, et c'est pratiquement un piège mortel. Marky allait de toute façon mettre fin à la vie de Van, alors Mercia pense qu'il pourrait au moins faire usage de Van en l'envoyant au village. Marky aime l'idée, alors il range son épée et déclare que Van deviendra le seigneur de ce village. Il dit à Mercia qu'il a fait du bon travail, car il a pu trouver une bonne utilisation pour l'inutile Van. Van est absolument choqué alors qu'ils partent, et Mercia s'excuse. Il ne pouvait pas supporter de voir quelque chose d'horrible arriver à Van, alors il a fait la proposition impulsive. Van est envoyé dans un endroit dangereux, alors Mercia dit qu'il est libre de le haïr s'il le veut. Van fait remarquer qu'il ne serait pas en vie actuellement sans Mercia, alors il lui est en fait très reconnaissant. Mercia promet de faire tout ce qu'il peut pour l'aider, alors les 2 frères se serrent la main. Le lendemain matin, Ty dit qu'elle se fiche des résultats d'un test stupide. Même sans magie, Van est toujours un noble sage et honorable à ses yeux. Elle est furieuse que Van soit envoyé dans un village éloigné, et elle trouve cela scandaleux. Van la remercie de s'inquiéter pour lui, mais il dit qu'en ce moment, il a hâte d'y aller. Un seigneur d'une ville rurale n'aura pas grand-chose à faire, alors Van a hâte d'avoir plus de temps libre. Si les choses se passent bien, Van croit qu'il pourra enfin vivre une vie amusante et décontractée. Il est vraiment optimiste, car il déclare qu'il en fera un endroit où il aimera vraiment vivre. Malheureusement, le roi se fiche complètement de Van maintenant, alors il est envoyé sans aucun chevalier. Les seules personnes qui l'accompagneront sont 10 aventuriers que Mercia a engagés. Au début, ils allaient seulement le laisser emmener Canson avec lui, mais Van sait que cela aurait été terrible pour eux. Heureusement, son frère a empêché que cela ne se produise, alors il ne peut que remercier Mercia. C'est alors que Ty arrive pour rappeler à Van quelle est sa servante personnelle, c'est pourquoi elle viendra avec lui. Ty apparaît de nulle part et révèle qu'il viendra également. Il prévoit toujours d'enseigner à Van tout ce qu'il sait sur l'épée, et rien ne l'arrêtera. C'est un geste très gentil, mais Van ne peut s'empêcher de penser qu'il va lui infliger plus d'entraînement. C'est alors qu'Espada dit qu'il vient aussi parce qu'il vient de prendre sa retraite en tant que majordome. Il a décidé de superviser les études de Van pour s'amuser pendant sa retraite, et Van ne peut pas croire que tout le monde le rejoint. Alors qu'ils partent, Ty fait remarquer que Van a un grand sourire aux lèvres. Van ne s'en était pas rendu compte au début, mais maintenant il peut dire qu'il était vraiment anxieux de partir seul.
Van pense alors que le blason familial n'est pas sur ce carrosse parce que Marquis voulait l'envoyer loin sans que personne ne le sache. Van s'attend pleinement à ce que ce soit un départ triste de sa maison, mais une petite fille surgit de nulle part pour lui dire au revoir. Il s'avère que tout le royaume sait qu'il part, et ils se sont tous rassemblés pour lui souhaiter bonne chance. L'un de ses chevaliers explique que Dee était contrarié d'apprendre que Van était envoyé en secret. Il ne pouvait rien faire pour empêcher son départ, alors Dee voulait au moins s'assurer que son départ soit grandiose. Van fait remarquer que personne n'était censé être au courant, mais il n'y a aucun moyen de le dire à Dee parce que le soldat dit qu'il est endormi en ce moment. Il ne peut même pas dire à tout le monde de partir, alors Van n'aura d'autre choix que d'accepter les gentils adieux de tout le monde. Juste à ce moment, Van est choqué, car il voit que Dee n'est pas vraiment endormi et qu'il excite la foule pour lui dire au revoir. Le départ est plus grandiose que Van ne l'aurait jamais imaginé, alors qu'ils lui disent de prendre soin de lui, et Van dit au revoir à tout le monde. En chemin vers le village, Van essaie son pouvoir pour la première fois. Il est capable de transformer une brindille en une petite dague, et il explique que c'est ce qu'est la magie de production. Van s'est dit qu'il allait commencer à l'essayer ici et là, au cas où il en aurait besoin. Il a une aptitude pour cela, et il espère qu'il y a un bon moyen de l'utiliser. Il voyage depuis un certain temps maintenant, alors T dit qu'il devrait bientôt arriver au village. Van dit à Khamsin que s'il finit par ne pas aimer le village, il peut retourner au manoir. Ils ont un contrat d'esclave, mais Van ne veut pas le forcer à vivre dans le village. Il dit qu'il peut libérer Khamsin du contrat d'esclave, et qu'il dirait à Myrrika de s'assurer qu'il soit bien traité. Khamsin, bien sûr, décline l'offre, car il déclare qu'il a déjà décidé de dédier sa vie à Van. Peu importe le danger dans lequel ils se trouveront, Khamsin est déterminé à le protéger. C'est alors que la calèche s'arrête brusquement, et Harb explique avec frénésie que le village est attaqué. DC est le coupable derrière l'attaque, et il détermine qu'il doit s'agir de bandits ou de mercenaires déchus. Il est sûr que ce sont des combattants expérimentés, alors Van évalue la situation. Le village est entouré d'une haute clôture, mais elle est inefficace contre les flèches. Des hommes d'allure dangereuse attaquent depuis la porte principale, alors Van détermine que les villageois doivent maintenir leur défense en tortue. Il y a environ 50 ennemis, et le groupe de Van est bien moins nombreux. Dee demande à Van la permission de rejoindre la bataille, car s'ils attaquent tous ensemble, ils devraient pouvoir vaincre les bandits. Les aventuriers que Myrrika a engagés ne sont pas d'accord, car ils pensent que c'est trop dangereux. L'ennemi les surpasse largement en nombre, et ils ne feraient que jeter leur vie. Dee reconnaît cet homme comme étant Orto l'aventurier, et il dit qu'il est conscient du danger. Il sait déjà qu'ils subiront des pertes, mais il est sûr qu'ils peuvent repousser les bandits. Orto fait remarquer que les aventuriers n'ont été engagés que pour garder Van jusqu'à ce qu'ils atteignent le village, et qu'ils n'accepteraient jamais une quête qui risquerait la vie de ses camarades. Dee ne recule pas, car il explique que ce village est le premier territoire de Van. Les villageois sont ses premiers citoyens, donc ils doivent tirer l'épée pour les protéger du danger. Orto admire sa chevalerie, mais il explique que cela n'a rien à voir avec des aventuriers comme eux. Dee est furieux, mais il sait qu'il ne peut pas les forcer à se battre. Au lieu de cela, il lui demande juste de protéger Van au moins, et il dit qu'ils peuvent fuir si les choses tournent au pire. Orto accepte de faire cela, mais c'est maintenant Espada qui s'y oppose. Si Dee perd la vie au combat, le village n'aura pas d'avenir même s'ils prennent le contrôle. Il dit qu'ils ne peuvent pas risquer cela, alors Dee ne peut que se demander ce qu'Espada pense qu'il devrait faire. Espada rappelle à tous que bien qu'il ait servi comme simple majordome au manoir, il est toujours un mage élémentaire. Il les assure qu'ils peuvent compter sur sa prouesse au combat, mais les aventuriers ont du mal à croire que ce type peut se battre. Espada entre directement dans l'explication de son plan en disant qu'il créera d'abord un mur défensif. Il servira de bouclier, donc il a demandé aux aventuriers de tirer des attaques à distance depuis derrière. Une fois que l'ennemi se concentre sur les attaquants à distance, Dee et ses hommes le chargeront depuis le flanc. Ils sont largement dépassés en nombre, mais une série d'attaques surprises améliorera leurs chances de victoire. Van se demande si Espada prévoit vraiment de rester en arrière et de se battre, alors Espada révèle que c'était toujours son plan. S'il n'agit pas comme un leurre et ne continue pas à attaquer depuis derrière le mur, alors Dee et ses hommes perdront leur vie pour rien. Van est toujours contre, car il est sûr qu'Espada perdra la vie au combat, mais Espada ne vacille pas. Il déclare que c'est une dernière chance de montrer la force de son vieil homme, et il supplie Van de lui accorder cette demande égoïste. Van admire sa détermination, mais il fait remarquer qu'Espada a tant contribué à sa famille. Van refuse que sa vie se termine dans un endroit comme celui-ci, et il dit la même chose pour Dee et ses hommes. S'ils perdent leur stratège expert, Espada, et leur meilleur combattant, Dee, alors il leur sera impossible de développer ces terres. Si Van échoue dans cette mission, il est sûr que son père lui prendra la vie. Van ne peut permettre que rien de tout cela n'arrive, alors il déclare que ce sera lui qui servira de leurre. Tout le monde est choqué par sa décision, et T refuse immédiatement. Elle préférerait le faire elle-même, et Khamsin dit la même chose. Van apprécie ce qu'ils essaient de faire, mais T lui est très précieuse, et il ne veut pas voir sa vie s'achever. Il en va de même pour Khamsin,
Surtout parce qu'il devrait être libre maintenant et profiter de sa vie. Van a déjà pris sa décision, alors il déclare qu'il conduira la calèche dans la bataille et attaquera de front. De cette façon, le reste de leur groupe pourra attaquer à distance sur les deux flancs. Dee essaie de l'arrêter une fois de plus, mais Van lui rappelle quelque chose. Il a fait de l'entraînement à l'épée avec lui tous les jours, donc il ne perdra pas facilement la vie. Van dit que même s'il devait perdre la vie ici, il ne peut penser à une meilleure fin pour un seigneur que de sacrifier sa vie pour son peuple. Le discours de Van est incroyablement inspirant, et Ortho a été complètement choqué par la détermination de Van. Ortho détestait l'idée de garder un noble quand il a entendu parler de la mission pour la première fois, car il croyait qu'il n'y avait pas de bons hommes parmi la haute noblesse. Il était sûr qu'il méprisait tous les aventuriers et les gens du commun, donc aucun d'entre eux ne valait la peine d'être protégé. La seule raison pour laquelle il a accepté la quête était parce qu'il voulait continuer à obtenir des emplois bien payés de la guilde, donc il n'avait pas le choix. Ortho a été surpris quand Van est venu saluer les aventuriers quand il a su que ce seraient eux qui le garderaient. Van s'est poliment présenté et les a remerciés pour leur service. Les autres aventuriers ont souligné à quel point Ortho avait tort quand il disait qu'il n'y avait pas de bons nobles, car Van était clairement un jeune homme poli. Après le départ de Van, les autres aventuriers ont été soulagés de voir qu'il garderait un gamin ordinaire. Même Ortho a dû admettre qu'il avait tort, car il a réalisé que tous les nobles n'étaient pas pareils. Van est un bon gamin, et voir à quel point il est déterminé à protéger son village a changé la vie d'Ortho. Ortho s'avance et dit que, pour cette fois, il confiera leur vie à Van. Van essaie de l'arrêter, mais Ortho l'interrompt. Un enfant qui dit qu'il est prêt à risquer sa vie ne peut être ignoré, et Ortho ne pourrait pas affronter ses camarades s'il ne faisait rien. Ses camarades sont exactement sur la même longueur d'onde, car ils réalisent à quel point ils avaient tort auparavant. Il ridiculisait l'idée qu'un noble ait de la détermination, car les nobles qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent étaient tous du vent. Van, en revanche, était prêt à mettre sa vie en jeu, et tout le monde est inspiré. Van n'avait aucune idée qu'il avait ce genre d'effet sur Pluriel et les autres, et Pluriel ne peut que rire parce que Van a même pris le temps de mémoriser les noms d'aventuriers comme eux. C'est ce genre de choses que Van fait qui leur donne l'impression qu'ils peuvent lui confier leur vie. Dee est le prochain à se manifester, car il déclare que lui et ses hommes sont des chevaliers nobles au service de la famille royale. Protéger Van ici et maintenant signifie défendre l'avenir de la maison. Espada se joint à lui en disant qu'il ne peut pas approuver que Van utilise une stratégie aussi irresponsable. Il se battra avec les autres, mais une fois l'ennemi traité, il devra apprendre à Van la responsabilité qu'il porte en tant qu'héritier potentiel de la famille royale. Espada rejoint Dee et Ortho sur les lignes de front et dit qu'il modifiera sa stratégie. D'abord, il créera un mur défensif et lancera des attaques à distance. Ensuite, les hommes de Dee prendront le flanc gauche, tandis que le groupe d'Ortho le chargera depuis la droite. Tout le monde est prêt, alors Espada crée immédiatement le mur. Il est levé en un clin d'œil, et les aventuriers disent qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le vieux majordome soit un mage aussi puissant. Ils sont aussi toujours impressionnés par Van, et Ortho dit même qu'il l'accueillerait s'il devenait roi. Les bandits, quant à eux, n'ont pas remarqué l'énorme mur qu'Espada a dressé derrière eux. Ils sont trop concentrés sur la conquête du village, et ils sont sûrs que ce sera une promenade de santé. Ce n'est pas le cas, cependant, car des flèches commencent à pleuvoir sur eux, et plusieurs bandits sont éliminés. Ils remarquent enfin que les flèches viennent de derrière le mur, alors leur chef déclare qu'ils attaqueront quoi que ce soit derrière. Les bandits chargent, mais Dee apparaît et commence à les anéantir. Ils traversent leur groupe avec une force incroyable et en éliminent plusieurs avec sa lame. Ortho est juste là avec lui, et Dee dit que tout se passe comme prévu. L'ennemi est tombé dans leur leurre, et ils ont pu les surprendre depuis les deux flancs. La bataille s'intensifie vraiment maintenant, alors Ortho dit à ses hommes de ne pas laisser le chevalier les surpasser. Les chevaliers et les aventuriers chargent depuis les deux flancs, alors les bandits réalisent qu'ils sont encerclés. Les bandits ont toujours l'avantage du nombre, mais nos héros compensent par la pure compétence. Le terriblement puissant dit à ses ennemis de s'avancer s'ils veulent que leur vie s'achève, alors les bandits commencent à fuir loin de lui. C'est alors que le chef des bandits se rue vers le mur, et Ortho réalise qu'il vise les gens de l'autre côté. Ortho appelle désespérément quelqu'un pour l'arrêter, mais il est trop tard. Le chef des bandits a dépassé le mur, où il trouve une Pluriel sans défense. Il se prépare à mettre fin à sa vie, mais Van parvient à attirer son attention. Van manœuvre jusqu'à derrière le type, et l'abat avec sa lame. Khamsin suit ensuite l'attaque de Van et met fin à la vie du chef des bandits. La bataille n'est pas encore terminée, cependant, car Van dit qu'il y a de bonnes chances que l'ennemi se concentre sur leur position. Il dit à tous de faire attention à ce qui est devant eux, et Pluriel ne peut que se demander comment Van peut être si calme. La bataille se termine un peu plus tard, et Ortho fait le point sur la situation. L'ennemi a subi d'énormes pertes, tandis que Van et son groupe n'ont subi aucune perte. C'est le meilleur résultat possible, et c'est une victoire totale. Une fois qu'Ortho aura reçu le paiement, leur quête sera terminée et ils pourront partir. Cependant, Ortho dit qu'il est devenu curieux du potentiel de Van. Il sait qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent là-dedans,
mais il se demande ce que son groupe pense de rester dans ce village pendant un certain temps. Certains aventuriers préfèrent partir en quête, donc ils partent, mais Orto et ses hommes restent. Pluriel est particulièrement intéressé à rester car Van lui a sauvé la vie, et elle veut le lui rendre. Les autres ont été très impressionnés par la manière dont Van s'est comporté sur le champ de bataille, et ils n'arrivent pas à croire qu'il n'a que 10 ans. Il est aussi beaucoup plus gentil que n'importe quel autre noble qu'ils aient jamais rencontré, donc ils ont tous hâte de voir ce que ce village deviendra sous la direction de Van. Orto se demande s'ils sont tous prêts à rester ici pour aider Van, et ils sont tous d'accord. Pendant ce temps, Ty réprimande Van pour avoir mis sa vie en danger. Elle est furieuse, et elle exige qu'il la laisse risquer sa vie en premier la prochaine fois. Ty arrive pour féliciter Van pour le travail bien fait, et Van dit la même chose au commandant. Quant à Espada, il sent que les villageois se sont rassemblés près de l'entrée. Van se souvient que c'est leur première fois ici, alors il se prépare à rencontrer tout le monde. À l'intérieur du village, Ty remarque que cet endroit a beaucoup plus d'espace qu'elle ne l'imaginait. Van se présente au chef du village nommé Ronda, et Ronda le remercie d'avoir sauvé leur village. Malheureusement, ces attaques se sont produites auparavant, et ils ont été attaqués plusieurs fois rien que cette année. Van ne peut que se demander pourquoi ce village est ciblé, alors Ronda explique leur passé. À l'époque où ils faisaient partie du comté de Frodinado, des chevaliers patrouillaient la région pour les protéger. Malheureusement, tout cela a disparu quand le village est devenu partie du territoire que le père de Van contrôle. Van ne peut que s'excuser auprès d'eux, car il explique que son père n'a pas encore été informé de la situation des petits villages. Ronda est terrifié par cette déclaration, car cela donne l'impression que les petits villages ne valent pas la peine d'être protégés. Ils ne paient pratiquement rien en taxes, alors il craint que ce soit la raison pour laquelle le roi ne se soucie pas d'eux. Van essaie de les calmer en disant que se plaindre de l'état du royaume ne servira à rien, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Les villageois ne veulent pas entendre ce genre de discours d'un noble, car il ne peut pas comprendre à quel point les choses sont dures pour eux. Van essaie de les calmer à nouveau en expliquant que sa principale préoccupation est l'avenir de ce village. Il admet que les nobles ont leurs défauts, et ils sont à blâmer pour avoir adopté des lois qui ne profitent pas aux petits villages. Malheureusement, ils ne peuvent rien y faire pour le moment, alors Van dit qu'il devrait se concentrer à réfléchir à des moyens de protéger le village. Van y a déjà réfléchi, et il a trouvé 3 mesures qu'ils peuvent prendre. D'abord, Van dit qu'ils doivent produire quelque chose de si précieux que le royaume ne peut ignorer ce village. Ensuite, ils doivent gagner régulièrement assez d'argent pour engager des mercenaires. Enfin, ils doivent améliorer et développer le village eux-mêmes. Les villageois disent qu'ils ont eu des idées comme celle-là avant, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Van reconnaît que cela a dû être difficile auparavant, mais il déclare que les choses seront différentes maintenant parce que leur nouveau seigneur est arrivé. Ce village est tout ce qu'il importe maintenant, alors il fera tout ce qu'il peut pour le défendre et le développer. Ces paroles inspirantes n'ont aucun effet sur les villageois, alors Van peut dire qu'ils ne lui font pas encore confiance. C'est alors qu'Espada se présente et explique qu'il a servi le roi en tant que majordome en chef pendant de nombreuses années. Il se porte garant de Van en expliquant qu'on lui a confié des terres à l'âge de 8 ans après avoir été considéré comme un prodige. Ty se présente ensuite en disant qu'il est le commandant adjoint des chevaliers du roi, et il se porte également garant de Van. Les villageois sont sous le choc, car le majordome en chef du roi et le commandant adjoint sont venus dans leur village. Ce sont clairement des personnes très importantes, alors ils ne peuvent que se demander ce qu'ils font ici. Ronda se demande si le fait que Van soit un prodige signifie qu'il peut utiliser la magie élémentaire, alors Van révèle qu'il le peut. Il dit que c'est seulement de la magie de production, donc il ne devrait pas trop en attendre de lui au combat. Il est clair que les villageois sont déçus d'entendre cela, mais Van dit qu'il n'a simplement pas encore compris ses pouvoirs. C'est alors qu'un des villageois soulève le problème des taxes. Jusqu'à présent, cela a été une lutte incroyable de donner 30% de leur récolte, et cela a eu un effet terrible sur le village. Van ne perd pas de temps pour régler cela, car il dit qu'ils peuvent le réduire à 10% pendant un certain temps. Il a beaucoup de projets pour ce village, donc il est important d'assurer d'abord un mode de vie stable. Les villageois sont choqués d'entendre que les taxes seront réduites, et c'est un énorme soulagement. Van déclare qu'il est temps de commencer, et ils commenceront par renforcer les murs défensifs du village. Il se demande si le mur de terre magique d'Espada est durable, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Il maintient son intégrité tant qu'il est actif, mais quand le mana disparaît, il devient un simple tas de terre. Van détermine qu'ils devront remplacer le mur par quelque chose de plus solide, mais ils ont besoin de quelque chose en attendant. Ce ne sera qu'une mesure temporaire, alors il demande à Espada de créer un mur de terre pour eux. Espada le fait immédiatement, et tous les villageois sont émerveillés par son incroyable pouvoir. Van veut aussi construire un fossé pour ralentir tout intrus, alors leur dit de laisser le travail aux chevaliers. Van a vraiment l'attention des villageois maintenant, alors il leur dit que la coopération de tous est vitale en ce moment. S'ils restent tous unis, ce village peut renaître encore plus fort qu'avant. Un peu plus tard, Ty se demande ce que Van fait dans les bois. Il explique qu'il pensait tester sa magie de production,
Alors il a rassemblé un tas de bois. Alors qu'il essaie sa magie, Van remarque qu'il peut sentir une chaleur grandissant lentement dans le creux de son estomac. Van se rappelle le processus d'utilisation de la magie de production en se rappelant de se concentrer sur le contrôle de son mana. Une fois que le mana atteint le bout de ses doigts, il doit sentir chaque fibre du bois. Ensuite, il les filera ensemble pour les rendre plus solides comme du fil empilé, avant de tisser les fibres encore plus étroitement pour faire un bloc de bois. Le processus est un succès complet alors que Van crée le bloc, mais les autres ne peuvent que se demander ce que c'est. Van explique que c'est un bloc de fibres, et il le compare à la manière dont le microfibre est fabriqué. Malheureusement, le microfibre n'existe que dans son ancien monde, alors les autres n'ont aucune idée de ce dont il parle. Un peu plus tard, Orto passe par là, et il est choqué quand il voit ce que Van a fait. T explique que Van a fait ses blocs, et les aventuriers ne peuvent s'empêcher de remarquer combien il y en a. Orto touche l'un d'eux et remarque qu'ils sont plus légers et plus durs que prévu. Van lui donne la permission d'en couper un en deux, mais Orto trouve qu'il ne peut même pas les gratigner avec sa lame. Orto dit qu'il l'a frappé assez fort pour couper une pierre, mais ce bloc que Van a créé est incroyablement dur. Aucun d'entre eux n'a jamais rien vu de tel auparavant, et ils se demandent tous si c'est vraiment juste fait de bois. Van est satisfait de ce qu'il a créé, et il détermine que ces blocs pourraient être étonnamment utiles. Un peu plus tard, Till se demande si Van a épuisé son mana, car il a créé toutes sortes d'armes et d'outils. Van dit qu'il se sent bien, et il ne comprend pas pourquoi la magie de production a une si mauvaise réputation. Il a entendu que la consommation de mana de la magie de production est vraiment intense. Apparemment, elle consomme tellement de mana qu'il est presque impossible pour la plupart des gens de faire ne serait-ce qu'une seule chose. Van ne connaît pas encore le plein potentiel de son pouvoir, mais ce qu'il sait, c'est qu'il peut facilement créer des armes. Khamsin aime vraiment l'épée que Van vient de faire, alors Van lui dit qu'il peut l'avoir. Khamsin promet de la chérir pour toujours, et T attend avec impatience de voir ce que Van lui donnera. Van lui tend une hache, mais elle n'est pas très excitée. Van se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors T lui dit qu'elle s'est juste tue parce qu'elle était fascinée par la beauté de l'arme. Van peut dire qu'elle ne l'aime pas, alors il pense à lui faire un bel accessoire plus tard. Cette nuit-là, Van pense à la façon dont son corps est courbaturé à cause de tous les voyages. Ils ont à peine eu des pauses, mais le pire, c'est que Van n'a pas pu se baigner. Van est sûr que les autres sont fatigués aussi, car ils n'ont fait que camper tout ce temps. Ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça, alors Van décide qu'ils doivent assurer leurs besoins de base avant de renforcer les défenses du village. Van pense à ce qui serait la meilleure chose à faire en premier, et il détermine qu'il devrait faire une maison. Le lendemain, Rhonda se demande ce que nos héros font, alors Van révèle qu'ils construisent une maison pour eux-mêmes. Cet endroit était autrefois une place publique, mais il n'a pas été utilisé depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'espace, alors Rhonda dit que c'est l'endroit parfait pour le manoir de Van. Van est enfin prêt, alors il détermine qu'il est temps de découvrir s'il peut réellement faire quelque chose d'aussi grand qu'une maison. Van rassemble toute sa concentration et détermine qu'il doit commencer par les 4 piliers qui iront dans chaque coin. Les piliers nécessitent des fils fins pour aller profondément dans le sol afin qu'ils puissent avoir de solides fondations. Après cela viennent les sols et les murs pour connecter les piliers. Enfin, après tout cela, Van termine sa maison avec le toit. Van déclare qu'il a fini, et tout le monde est complètement incrédule. Les villageois commencent à se rassembler, et les aventuriers se demandent ce qui vient de se passer. T explique que Van vient de construire une maison pour qu'ils y vivent, mais ils ne peuvent pas croire qu'il l'ait fait en si peu de temps. Les chevaliers et les aventuriers ne pourraient pas être plus heureux avec leur nouvelle maison, et tout le monde regarde bien quand la poussière se dissipe enfin. Van doutait de lui au début parce que tout le monde lui disait que la magie de production est inutile, mais il réalise maintenant que sa magie est en fait très utile. Van regarde la belle maison qu'il a créée pour lui et ses amis, et il ne peut s'empêcher de se demander s'il l'a faite un peu trop grande. Personne ne peut croire que Van ait construit une maison géante si rapidement, et il détermine que sa magie de production est plus adaptée à gouverner un territoire que la magie élémentaire. Van convient que c'est une compétence intéressante, mais il pense toujours que la magie offensive reste la meilleure pour protéger les gens. Il est sûr que les gens se sentiraient bien plus en sécurité en vivant sous la protection d'un puissant seigneur, mais ses amis l'assurent que ce n'est pas le cas. Espada dit qu'il aurait raison en temps de guerre, mais ce que les gens cherchent, c'est simplement un seigneur qui améliorera leur vie. De cette façon, Espada dit que personne n'est mieux adapté que Van. Ce que Van vient de faire était incroyable, et Orto a déterminé que les pouvoirs de Van dépassent de loin ceux des utilisateurs réguliers de magie de production. Van n'a pas fini, car il dit que s'il lui apporte le bois, il peut même faire des maisons pour tout le monde. Tout le monde est stupéfait d'entendre cela, alors Orto et Dee disent à leurs hommes de se dépêcher et de rassembler les matériaux. Les villageois veulent aussi tous des maisons, et Van réalise rapidement qu'il ne sait pas dans quoi il s'est lancé. Leurs maisons sont vraiment en mauvais état, cependant, donc Van décide qu'il commencera par rénover de façon spectaculaire la vie des gens du village. Van accepte de faire une maison à chacun, alors ils célèbrent tous. Van finit de faire un tas de maisons,
et tout le monde est émerveillé par son énorme capacité de mana. Sa vaste connaissance sur la façon de construire un quartier est aussi très impressionnante, et Van explique que cela s'appelle un plan en damier. Il a un pâté de 4 maisons comme unité fondamentale, et de grandes rues passent entre les pâtés. Van dit que ces maisons devraient convenir pour l'instant, mais quand ils obtiendront beaucoup de pierres, il reconstruira chaque maison pour mieux convenir à ses résidents. Van a aussi construit un bain à côté de son manoir simplement parce qu'il voulait se baigner. Il a opté pour un design simple pour la baignoire, et Pluriel a utilisé sa magie de l'eau pour remplir la baignoire. Cette nuit-là, après avoir pris un bain, Van peut enfin dormir dans un lit agréable et confortable. Le lendemain, on dit à Van que, grâce aux chevaliers, ils ont maintenant une tranchée autour du village. Van est très satisfait de cela, mais il serait idéal pour leur défense de la remplir d'eau et d'en faire un fossé. Au-delà de cela, ils auront besoin d'eau pour boire et pour utiliser dans le bain. Cela rend clair ce que devrait être leur prochain travail, donc Van déclare qu'il est temps de trouver une source d'eau. Ils ont rapidement détourné l'eau d'une rivière voisine avec l'aide des grands pouvoirs d'Espada. Il a instantanément creusé une tranchée de quelques mètres de long, tandis que Dee et les autres l'ont prolongée à la main. Van a suivi pour renforcer le fond et les côtés de la tranchée. Il y a beaucoup de distance entre la rivière et le village, donc Tyle dit que c'est tout un projet. On n'y peut rien, cependant, comme Van le fait remarquer, les gens ont besoin d'eau. C'est un travail difficile, mais avoir tout le monde qui tire vers le même but est plutôt amusant. De plus, une fois que les conditions seront améliorées et moins incertaines pour les gens, il sera plus facile pour les marchands de visiter. Ce sera essentiel parce que c'est la seule façon dont Van pourra vivre sa vie décontractée à l'avenir. Van détermine que ce travail prendra au moins une semaine, mais il est choqué lorsque les travailleurs font remarquer qu'ils peuvent déjà voir le village d'où ils sont. Van décide d'arrêter pour l'instant, mais Dee dit qu'ils atteindront le village dans quelques heures s'ils continuent. Dee est impatient de continuer à travailler, mais Van fait remarquer que les autres sont sur le point de s'effondrer. Dee considère cela comme un nouveau type d'entraînement, mais il réalise qu'il ne peut pas pousser trop loin. Le lendemain, Van annonce à tout le monde qu'ils ont enfin terminé le canal pour amener l'eau au village. Il remercie tout le monde pour leur dur labeur, et il dit à Espada d'ouvrir la vanne d'eau. L'eau commence à couler, et tous les villageois sont émerveillés. Le fossé autour du village est terminé, et maintenant il sera vraiment difficile pour les bandits d'attaquer les murs du village. Van craint que le fossé ne déborde quand il pleut, donc il se demande s'il devrait créer un lac derrière le village, aussi. Espada pense que c'est une bonne idée parce que ce lac pourrait être utilisé comme un réservoir qui sera utile pendant les sécheresses. Van fait cela ensuite, et les villageois ne peuvent pas croire que tant de choses se passent. Le village qui autrefois n'avait pas de cours d'eau a maintenant un lac comme réservoir. Grâce à Van, les villageois n'ont plus à se rendre à la rivière chaque jour juste pour chercher de l'eau. Le chef le remercie, mais Van dit que ce n'est pas nécessaire. Il est content que tout le monde ait accès à l'eau maintenant parce que la vie sera bien plus facile pour tout le village. Cette nuit-là, nous voyons qu'une fille appelée Dame Arte voyage avec quelqu'un nommé Panamra. Panamra dit qu'il y a encore un long chemin jusqu'à un certain village éloigné, donc elle dit à Arte de se reposer. Le lendemain, Van termine de créer un mur défensif géant appelé le rempart. Le mur du village n'était autrefois qu'un mur de terre, mais maintenant c'est une construction incroyable. Les remparts ont un sommet large, donc les gardes peuvent même patrouiller sur le mur. Tout le monde est vraiment excité à ce sujet parce que, avec un rempart aussi robuste, les villageois peuvent dormir sur leurs deux oreilles même quand les bandits attaquent. Van choque tout le monde quand il dit qu'il n'est pas satisfait de cela parce qu'il veut faire en sorte que les villageois se sentent encore plus en sécurité. Van essaie de faire des arbalètes basiques, et tout le monde est stupéfait quand il a fini. Ils disent que ces choses ne sont pas basiques du tout, elles sont super impressionnantes. Van a même attaché des boucliers à l'avant de celles-ci pour que les gardes puissent tirer des flèches tout en étant protégés des attaques ennemies. C'est vraiment stupéfiant, et il est clair maintenant que Van peut faire toutes sortes de choses avec sa magie de production. Leur village est relativement petit, mais Van est content parce qu'il commence à ressembler à une ville-forteresse. Tout le monde est d'accord, et ils disent que de simples bandits ne le conquerront jamais, peu importe leurs efforts. Dee est sûr que si le roi savait ce que Van pouvait faire avec son pouvoir, il l'aurait fait chef de famille au lieu de le bannir dans ce village éloigné. Le roi pensait que Van était faible, mais un simple regard à ce qu'il a fait à ce village rend clair que son pouvoir est plus que suffisant pour le combat. Dee affirmerait que Van est plus puissant que quiconque, mais Espada croit que son pouvoir est meilleur pour la protection. Les deux commencent à se disputer, mais Van les calme. Il dit qu'ils ne devraient pas se frustrer à cause de leurs circonstances. Ils doivent tous juste faire avec et se battre avec ce qu'ils ont. Juste à ce moment, le ventre de Van gargouille, donc Tyle leur prépare un repas. Ce n'était pas facile, cependant, parce qu'il manque d'ingrédients. Espada dit que la défense du village est importante, mais ils doivent faire quelque chose concernant le revenu régulier du village. Ce village n'a pas de connexion à part quelques marchands qui viennent ici une fois par mois. Van ne pense pas que cela doive être une priorité parce que les cultures du village sont capables de fournir beaucoup de nourriture pour le village.
Cependant, Espada fait remarquer, ils n'ont pas les ingrédients pour faire les desserts sucrés cuits au four préférés de Van, et Van change complètement d'avis. Ne pas avoir ces sucreries lui est horrible, donc Van déclare qu'il est temps de trouver quelque chose que ce village peut vendre. Khamsin pense qu'il devrait vendre ces blocs de bois que Van peut faire, mais Van rejette l'idée. Les vendre ne fonctionnerait pas parce que seul lui peut travailler avec eux. Tout le monde donne ses suggestions, mais Van peut dire qu'il sera difficile de trouver quelque chose à vendre qui soit unique à ce village. Plus tard, Van apprend que Tyle et Khamsin ne veulent pas utiliser leurs armes. C'était des cadeaux de Van, donc ils ne veulent pas leur causer de dommages. Van fait remarquer qu'ils doivent apprendre à se défendre avec ces armes, donc ils doivent s'entraîner. Zara lui dit de ne pas s'inquiéter, et il leur montre son bouclier du chevalier ORC. Il est robuste et flexible, donc il sera doux pour leurs armes quand il bloquera avec. La première attaque de Khamsin n'a pas une seule once de force derrière elle, mais tout le monde est confus quand le bouclier finit par terre. Le bouclier est même coupé en deux, donc tout le monde est émerveillé que l'arme ait pu faire autant de dégâts avec si peu de force. C'est techniquement une épée en bois, donc Van est surpris qu'elle ait pu couper si bien. Tyle répare le bouclier de Zara, et Orto arrive pour se demander ce que tout ce tumulte signifie. Il a apporté des minerais qu'ils ont extraits, et il se demande si Van aimerait les acheter. Orto explique que la forêt autour des montagnes voisines est remplie de monstres puissants, donc les gens ont évité cette zone. Cet endroit n'a jamais été miné auparavant, c'est pourquoi ils peuvent trouver beaucoup de minerais rares sans même avoir à aller dans les montagnes. Ils ont pu trouver des minerais de fer, de cuivre, d'argent, et même un peu d'or. Orto stupéfie vraiment notre héros, cependant, quand il révèle qu'ils ont trouvé du minerai de mithril. C'est une excellente nouvelle parce que si tout cela était au pied des montagnes, alors les montagnes elles-mêmes doivent contenir une richesse de ressources. Van prend un peu du minerai de fer, et il émerveille tout le monde en le transformant en un bloc solide de fer. Il dit qu'il ne l'a pas fondu pour le rendre plus pur, donc il ne sait pas à quel point il est pur. Zara est vraiment excité, donc il se demande si Van peut lui faire une épée avec. Van se sent mal à propos de ce qui est arrivé à son bouclier, donc il dit oui. Zara en veut une longue et une courte, donc Van se met au travail. C'est sa première fois à faire une arme en fer, donc cela demandera beaucoup de concentration. Il réfléchit intensément à sa forme et à sa nécessité d'être tranchante, et bientôt il a fini. C'est le premier client de Van, donc il a porté une attention particulière aux embellissements de l'épée. Zara ne pourrait pas être plus heureux avec l'épée courte, donc Van se met au travail sur la suivante. Celle-là est tout aussi incroyable, donc bien sûr les autres aventuriers veulent des armes, aussi. Van fait remarquer que ce sont eux qui ont obtenu les minerais, donc il est seulement juste qu'ils leur fassent des armes. Quand il a fini, tout le monde est certain que Van peut vendre ses armes pour beaucoup d'argent. Van regarde ensuite le minerai de mithril, et il se demande comment seraient les armes s'il les faisait avec du mithril. Espada est très intrigué par le mithril parce qu'il n'a jamais entendu parler de quiconque minant des minerais métalliques dans les bois. La seule explication est qu'il y a un donjon à proximité. Espada dit à Van que s'ils découvrent un donjon, leur situation changerait massivement. Des hordes de gens et de biens commenceraient à affluer vers et depuis ce village. Cela rend Van vraiment excité parce que s'ils en découvrent un, l'importance de ce village augmenterait dramatiquement. Les donjons ont des tonnes de ressources en eux, avec des gemmes aussi précieuses que des trésors nationaux. Normalement, quand la guilde reçoit des nouvelles d'un nouveau donjon, ils ouvrent une branche dans la ville ou le village le plus proche. Malheureusement, Van fait remarquer que leur village n'a pas les ressources pour accueillir la guilde en ce moment. Espada est d'accord parce que la guilde venant ici amènerait de nombreux aventuriers, marchands, et même l'ordre chevaleresque. Actuellement, leur village manque des installations, de la nourriture et de l'infrastructure pour les supporters. Si cette nouvelle se répandait, une nation voisine les attaquerait, cherchant à profiter du donjon. En plus de cela, Van fait remarquer qu'il est la brebis galeuse de sa famille. Si son père découvrait que le village où il a été envoyé avait en fait de la valeur, il serait envoyé ailleurs. Cela signifie que Van doit développer ce village et produire des résultats avant de découvrir le donjon. Orto est sur la même longueur d'onde, donc il dit qu'ils éviteront l'endroit où le donjon est susceptible d'être quand ils rassembleront des ressources. Van sait que les aventuriers pourraient gagner beaucoup en rapportant simplement cela à la guilde, donc il apprécie qu'ils se retiennent pour le bien du village. Un peu plus tard, Van est satisfait de l'apparence de tout, donc il dit que cela conclut leur rénovation spectaculaire. Tyle se demande si Van n'est vraiment pas à court de mana encore parce qu'il a fait des tonnes de maisons et d'armes. Van dit qu'il va bien et se sent seulement un peu fatigué. Juste à ce moment, un messager révèle d'urgence que des lézards blindés approchent du village. Van ordonne immédiatement à tout le monde d'entrer dans les murs et donne l'ordre de lever le pont-levis et de fermer la porte. Tous les villageois sont terrifiés parce qu'ils savent à quel point ces monstres sont dangereux, mais Van n'a aucune peur. Il sait que tout le monde a peur de la bataille, mais il leur rappelle que les vies de tout le monde dans ce village dépendent de ce qu'ils font. Van promet de se battre pour tout le monde, mais il ne peut pas les protéger avec sa seule force. C'est pourquoi il dit aux villageois de lui prêter leur force pour qu'ils puissent tous protéger ce village ensemble.
Les villageois sont prêts à protéger leur village, alors Van leur ordonne de se poster aux arbalètes. Khamsin explique que les aventuriers sont partis chasser, donc ils ne sont pas au village. Dans ce cas, Van décide qu'il doit participer à la bataille, mais Ty l'arrête. Il voit à quel point elle est sérieuse, alors il demande à Dee de monter sur le mur et de lui rapporter ce qui se passe. De cette façon, il peut donner des ordres à une distance sûre, alors Dee accepte. Dee est horrifié par ce qu'il voit, alors il rapporte qu'il y a environ 40 lézards armés. C'est vraiment mauvais car même un groupe de chevaliers vétérans aurait du mal à abattre un seul lézard blindé. Il n'y a pas de temps à perdre, alors Van dit à Dee de charger les arbalètes. Tous les villageois suivent l'ordre de Dee, et ils lancent leur première attaque. Les flèches semblent disparaître quand elles touchent les lézards, et Dee réalise qu'elles les traversent de part en part. Après un moment, ils parviennent à abattre 10 des monstres, et les villageois commencent à célébrer. Il en reste encore beaucoup, cependant, et ils n'ont plus qu'un carreau par arbalète. Ils n'ont pas le choix, alors ils tirent leur dernière flèche, et ils parviennent à éliminer une autre vague de lézards blindés. Malheureusement, ils sont à court de flèches de fer, et il reste encore beaucoup de monstres. Van a du mal à penser à une solution, mais il a une idée. Il dit à Dee d'utiliser les carreaux en bois, mais les autres craignent que cela ne serve pas à grand-chose. Les écailles de ces lézards blindés sont en acier, donc les flèches en bois ne pourraient jamais les percer. Dee lui dit de ne pas s'inquiéter car Van a déjà défié ses attentes d'innombrables façons. Il a protégé ce village des bandits, puis l'a développé à un rythme formidable. Dee ne doutera plus jamais de lui, alors il a décidé de mettre sa foi en leur Van. Les villageois lancent les flèches en bois sur les bêtes, et les chevaliers sont choqués de voir que les flèches se plantent dans leur tête. Ils se demandent si cela a vraiment fonctionné, et tout le monde commence à célébrer alors que les monstres s'effondrent au sol. Il est clair que les flèches en bois suffisent à abattre les lézards, alors Dee ordonne aux villageois de continuer à les tirer. Il dit qu'ils festoieront avec du kebab de lézard ce soir, et les flèches commencent à pleuvoir sur les monstres. Bientôt, Dee annonce qu'ils ont remporté la bataille, et tous les villageois applaudissent. Van est crédité pour sa grande décision, et il est simplement content que cela ait fonctionné. Les chevaliers évaluent la situation, et ils sont très impressionnés. Non seulement ils ont évité toute perte, mais pas une seule personne de leur côté n'a même été blessée. Leur victoire a été écrasante, et cela fait réaliser à Dee que Van va devenir très important. Plus tard, les villageois récoltent les lézards géants, et Dee dit à tous de faire attention en préservant leurs yeux et leurs crocs. Les entrailles peuvent être jetées, mais ils doivent s'assurer d'extraire les noyaux magiques. La récolte va beaucoup plus vite que prévu, et tout cela est dû aux couteaux incroyables que Van a fabriqués. Van arrive et voit qu'ils ont des tonnes de viande dans le village maintenant, ce qui signifie qu'ils peuvent faire un festin. Le festin a lieu cette nuit-là, et Van porte un toast à leur victoire. Les villageois pensaient qu'il ne viendrait jamais un jour où ils pourraient s'amuser dans ce village, mais Van a tout changé. Le chef est étonné car il est difficile de croire qu'il y ait un noble qui aime passer du temps avec des villageois de classe inférieure. Les amis de Van leur disent que c'est normal car c'est simplement la façon d'être de Van. Orto n'était pas là pour la bataille, mais l'histoire a pris tout son sens quand on lui a dit que les flèches en bois étaient faites du même matériau que leurs armes. Juste à ce moment, Dee les entend parler de leurs armes, alors il déclare qu'il en achètera une à Van également. Les autres chevaliers veulent aussi en acheter, mais Van dit qu'il ne pourrait jamais les faire payer. Une fois les finances du village en ordre, il leur fabriquera toutes des armes gratuitement. Ensuite, Orto explique qu'il pourrait vendre les lézards blindés à des marchands et obtenir 20 pièces d'or pour chacun. Malheureusement, la plupart de la viande se gâtera, et Van devra payer des frais de transport. En tenant compte de cela, ils pourront probablement obtenir 8 pièces d'or pour chacun. Il en reste encore 40, donc ils obtiendront un peu plus de 300 pièces d'or. Van fait la conversion, et il est étonné quand il réalise que cela représente environ 300 millions de yens. Malheureusement, Espada doit lui rappeler quelque chose. Quand un village gagne plus de 100 pièces d'or, il est obligé de payer 50% sous forme de taxes. Il n'y a aucun moyen de garder cela secret non plus, car cela sera découvert immédiatement s'ils essaient de vendre autant d'un coup. Cela ramènerait le profit à 150 pièces d'or, mais le pire est que le père de Van apprendra à quel point ce village réussit. S'il apprend que cet endroit a de la valeur, alors il exilera Van dans une autre région reculée. Espada a une idée et dit qu'il pourrait essayer de rapporter cela au frère de Van, Murcia. Il pourrait lui donner la gloire d'avoir vaincu les lézards blindés, et personne ne serait soupçonneux. Plus tard, des marchands arrivent au village, mais ils se demandent s'ils sont au bon endroit. Ils sont déjà venus ici, mais cela ne ressemble pas à l'ancien village reculé dont ils se souviennent. Van se présente comme le seigneur de ce village, et ils le reconnaissent immédiatement comme un fils de Marquet. Il est connu pour être un prodige, alors ils se demandent ce qu'il fait ici. Les marchands se présentent comme Marie et Rango. Van leur souhaite donc la bienvenue dans leur village. À l'intérieur, les gars sont absolument stupéfaits quand ils voient ce que Van a à leur vendre. Ce sont les matériaux des lézards blindés, et les gars ne peuvent pas croire qu'ils aient réussi à vaincre une si grande armée. Même les aventuriers craignent ces monstres géants,
donc les gars ont du mal à croire que ce petit village ait repoussé tant d'entre eux. Ils sont impatients de tout acheter, mais ils auront besoin d'environ un mois pour tout transporter. Van accepte car ces gars devront recruter plus d'hommes pour ce travail. Malheureusement, la viande ne restera pas bonne aussi longtemps, alors Van leur dit qu'ils peuvent en prendre gratuitement. En retour, Van aimerait qu'ils jettent un coup d'œil à certaines des armes qu'ils vendent. Les gars n'avaient aucune idée qu'il y avait un forgeron dans ce village, et Van ne leur dit pas que c'est en fait lui. Les gars sont vraiment impressionnés par les armes, alors ils acceptent de les acheter au prix demandé par Van. Van va même plus loin en demandant s'ils voudraient aussi promouvoir les armes, mais ils hésitent. Les gars peuvent voir à quel point ces armes sont incroyables, donc ils ne veulent pas les partager avec d'autres marchands. Van sait qu'ils veulent juste faire un bon profit, alors il a une idée. Il fait remarquer que s'ils vendent les armes juste à l'extérieur du village, alors tout le monde comprendra d'où elles viennent. Les gens viendront au village à leur recherche, et cela pourrait être une bonne opportunité. C'est pourquoi Van dit que les gars devraient installer une boutique à l'intérieur du village avant de commencer à promouvoir. Ils feront le travail difficile de faire connaître les armes, et ils auront une boutique prête pour tous ceux qui viendront les chercher. Les gars se demandent si Van serait vraiment d'accord avec cela, alors Van dit que oui. Van construit la boutique immédiatement, et les gars sont encore plus étonnés. Il venait juste de dire à Van à quoi il pensait que la boutique devrait ressembler, et il l'a faite en un clin d'œil. Juste à ce moment, nous voyons que les filles sont arrivées au village. Panamra est préoccupée par quelque chose, alors elle dit qu'elle découvrira par elle-même si Van est vraiment un prodige. À l'intérieur du manoir de Van, Espada explique que le village grandit à un rythme incroyable. Il croit que plus de gens viendront, donc ils doivent construire une ville qui peut contenir 10 000 personnes. Alors qu'ils développent le terrain, ils auront besoin de beaucoup de gens pour garder le village et administrer ses installations. De plus, Van devra décider quel type de ville-forteresse ils veulent être. Les villes-forteresses carrées sont le design le plus courant, mais Van a d'autres idées. Il veut utiliser un design en étoile car les attaquants devront passer du temps à conquérir les parties pointues pour s'approcher des parties principales. S'ils essaient de les ignorer, alors ils finiront par être attaqués sous 3 angles différents. Juste à ce moment, on informe Van qu'un émissaire du comté de Ferdinando est arrivé pour le voir. Panamra se présente comme une chevalier, et Art se présente comme la plus jeune fille du comte Ferdinando. Art est ici pour présenter ses respects sur les instructions de son père, alors elle espère qu'ils pourront s'entendre. Van, cependant, peut dire qu'elles sont en fait ici pour évaluer l'état de leur ennemi et éventuellement le gagner à leur cause. Panamra est impressionné par sa conclusion car il a raison. Van s'est vu confier un territoire entre le comté de Ferdinando et le royaume de Yenada, donc Ferdinando se méfie de lui. Il craint que Van ne soit à la tête des ambitions inconvenantes de son père. Panamra détermine que le fait que Van ait été envoyé si loin signifie qu'il n'a pas d'aptitude pour la magie élémentaire. Van savait que la nouvelle finirait par se répandre, alors il ne le nie pas. Il dit que les inquiétudes de Ferdinand sont injustifiées car il ne planifie rien avec son père. Van dit qu'il a simplement été exilé ici par son père, mais Panamra ne le croit pas du tout. Elle fait remarquer que Van a transformé ce village reculé de 100 personnes en une forteresse en quelques jours. Elle soupçonne qu'au moins 5000 hommes ont été envoyés ici avec Van pour accomplir tout cela, car leur objectif est de transformer ce village en un nouvel avant-poste militaire. Van la choque en riant droit dans son visage, et il ne peut que s'excuser. Elle était si sérieuse en disant tout cela, mais il y a un énorme malentendu. Van explique que tout ce que son père lui a permis d'apporter était Kamsin et quelques bagages. Il dit que sa famille ne l'a même pas accompagné, et Art est horrifié d'entendre cela. Panamra fait remarquer que son chevalier, son majordome et sa servante sont là, mais ils expliquent qu'ils sont venus de leur propre chef. On a même ordonné à Di de retourner au royaume, mais il l'a simplement ignoré. Espada dit qu'il est à la retraite et qu'il voulait simplement traîner dans un beau village. Tyle dit que Van se soucie des gens plus que quiconque, c'est pourquoi elle a décidé de le servir pour le reste de sa vie. Panamra reste sceptique, alors elle se demande comment le village a pu changer si vite. Van estime qu'il serait préférable de leur montrer, alors il les emmène dehors. Il dit qu'il fera un rempart comme celui qui entoure leur village, mais Panamra ne peut pas le croire. Elle est étonnée quand Espada précise qu'il est un grand mage élémentaire, mais ce mur ne suffira pas. Panamra sait qu'une fois que ce mur perdra son mana, il s'effondrera. C'est là que Van intervient, alors il utilise sa magie pour transformer le mur de terre en un rempart. Il utilise ensuite quelques-uns de ses blocs pour créer une porte juste sous leurs yeux. Les filles ne peuvent pas croire ce qu'elles voient, et elles ne peuvent que se demander quelle est l'aptitude magique de Van. Van explique qu'il a une aptitude pour la magie de production, et ce n'est pas ce que les gens pensent. La société l'appelle la magie la plus malheureuse de toutes, mais ils ont tort. Art est stupéfaite par cela, et elle a des visions de son passé. Van explique qu'à l'instant où son père a appris son aptitude, il l'a chassé de chez eux. Panamra appelle Marquet un imbécile car avec le pouvoir de Van, il aurait pu étendre son influence considérablement. Il l'a exilé, et maintenant il ne connaît même pas le pouvoir de Van. Panamra est convaincue, alors elle révèle que la vraie raison de sa présence est d'offrir la main d'Art en mariage.
Van peut dire que Ferdinand veut qu'il se marie pour qu'il laisse simplement son royaume tranquille. Van explique qu'il prévoit de continuer à renforcer et à développer cette ville-forteresse, mais il ne voit pas de conflit avec qui que ce soit. Il ne veut se battre avec personne, donc il n'y a pas besoin de mariage. Van dit qu'Art ne serait pas heureuse ici de toute façon parce que c'est vraiment dangereux. Panamra dit qu'elle est venue ici pour empêcher le mariage, mais ses sentiments ont changé. Après avoir rencontré Van, elle accueillerait volontiers son mariage avec Art. Il possède une grande clairvoyance, et il a le pouvoir d'unir les gens derrière lui. Elle se demande ce qu'Art pense de l'épouser, et elle doute qu'elle trouve jamais un meilleur homme. Art pense effectivement que Van est une bonne personne, mais elle ne sait pas encore pour l'épouser. Van n'a même pas envisagé le mariage à son âge, alors il décide de mettre cela en attente. Van est choquée quand Panamra révèle qu'elles resteront ici encore un jour, et elle est ravie de voir Van agir selon son âge pour une fois. Panamra se demande si Van a une chambre d'amis où elles peuvent rester, et elles sont toutes deux choquées quand Van dit qu'il la fera. Van fait l'auberge immédiatement, et les filles ne peuvent pas croire leurs yeux. Au dîner, Van se demande quel genre de choses Art aime. Elle explique qu'elle aime les choses mignonnes comme les poupées et les fleurs, mais Van n'en a pas vu beaucoup. Art propose de lui montrer celles qu'elle a apportées avec elle, et elle est choquée par l'intérêt qu'il manifeste. Les autres veulent aussi les voir, alors Art se sent vraiment accueilli ici. Cette nuit-là, Art remercie Van pour cette merveilleuse journée. Elle était vraiment nerveuse au début, mais voir à quel point il est gentil a été un immense soulagement. Art dit bonne nuit en s'enfuyant, et Van est simplement content d'avoir fait bonne première impression. De retour à la maison, Espada détermine qu'Art a très probablement été envoyée ici pour la même raison que Van. Elle ne peut probablement pas utiliser la magie élémentaire, alors Van réalise qu'il a été difficile pour elle de dire qu'elle a été chassée de chez elle tout comme lui. Van est d'accord avec cela et décide qu'elle peut rester dans ce village si elle ne peut pas rentrer chez elle. Cette nuit-là, Panamra se demande si elle devrait rester un peu plus longtemps. Art dit que c'est une excellente idée, et elle va se coucher. Elle pense à parler à Van le lendemain, et c'est la première fois depuis longtemps qu'elle a vraiment hâte de se réveiller. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.